cap sur la France pour parler des grands rassemblements du côté de ce pays, les populations qui s'insurgent contre l'adhésion de la France à l'OTAN, mais également la fourniture d'armes du côté de l'Ukraine. On en parle ce soir. Et on aura également M. Adrien Boquet pour le compte de cette deuxième thématique. Vous le savez si bien, il est journaliste d'investigation, journaliste indépendant de guerre. Bien avant, il était militaire français. Aujourd'hui, il sera des nôtres pour parler bien sûr de ces manifestations populaires du côté de la France. Je commence par vous, Monsieur Djamel Guessom. Je commence par vous. Comment expliquer ces manifestations populaires du côté de la France? Pourquoi ces Français s'insurgent véritablement contre l'adhésion même du pays à l'OTAN et la contribution ou bien le soutien militaire venant de la France, du côté de l'Ukraine? Disons que la France, depuis des décennies, et même depuis le général de Gaulle, s'est revendiquée, en tout cas politiquement, comme étant un pays, je dirais quelque part non aligné. D'ailleurs, le général de Gaulle, en parlant de l'ONU, parlait de ce gros machin. Et jusqu'à Jacques Chirac, en gros, la France avait sa propre politique étrangère. Ceci a été délité depuis Sarkozy, Hollande, etc. Et aujourd'hui, c'est à l'apogée. Mais il y a aussi une histoire derrière cela, c'est que concernant l'OTAN et concernant l'implication de la France dans le conflit ukrainien, il y a là aussi des précédents. On peut parler de la Libye, on peut parler aussi de la Yougoslavie. Et donc, le peuple français n'est pas ignare en la matière, d'autant plus que la crise économique actuelle en Europe et en France en particulier réactive quelque part, je dirais, le ressentiment des Français à l'égard de conflits pour lequel ils ne se sentent pas véritablement, je dirais, concernés, d'autant plus que ça pèse sur les finances de la France, alors qu'on est en train aujourd'hui d'ailleurs de parler de la réforme de la retraite et travailler jusqu'à 64 ans. Donc, je pense que c'est une combinaison aussi bien d'éléments historiques que d'éléments de faits sociaux, économiques et culturels qui font qu'à un moment donné, en France, on dit non, comme Jacques Chirac, avec Dominique de Villepin, avait dit en son temps pour la guerre en Irak, c'est non. Et donc, je pense que les Français ont cette conscience politique et aussi pragmatique sur l'intérêt de la France et des Français sur un conflit pour lequel ils ne se sentent pas alors, si on fait jouer l'émotion, ils se sentiraient concernés, mais lorsqu'on arrive à une implication où là, on deviendrait, puisque nous sommes en France, nous deviendrions co-belligérants, c'est le terme qui est souvent utilisé, et donc partie prenante du conflit avec le retour qu'il pourrait y avoir, car Vladimir Poutine n'est pas quelqu'un qui plaisante et qui part en l'air. Je veux dire que quand vous combinez l'ensemble de ces éléments, il me semblait tout à fait logique que de par sa mémoire et son histoire, le peuple français, ou en tout cas les manifestants, se rallient à, je dirais, à un non-alignement sur les positions de l'OTAN, tant de l'OTAN que surtout des États-Unis. Adrien Boquet des nôtres, merci d'être là. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Adrien. Bonsoir à tous, merci beaucoup. Alors, avant de passer la parole à Monsieur Adrien pour le compte de ces deuxièmes thématiques, on va planter le décor avec un petit retour, un petit flashback sur certaines manifestations qui sont déroulées dimanche dernier. On se retrouve juste après, chers téléspectateurs. De ceux qui incarnent la guerre. C'est le drapeau de l'OTAN que vous pouvez lui contester. Le torchon de l'annulation. De ceux qui incarnent la guerre.
C'est le drapeau de l'OTAN que vous pouvez huer complètement. Le torchon de l'anniversaire. Une manifestation parmi tant d'autres du côté de la France. La foule scandait haut et fort: pas d'avion, pas de chars, pas de missiles pour l'Ukraine. Sortons de l'OTAN. Macron, nous ne voulons pas de ta guerre. Non à la troisième guerre. Il s'agit entre autres des messages qu'on pouvait apercevoir sur les pancartes dans le cadre de ces différentes manifestations populaires en France. Et à cet effet, M. Adrien Bauquet, de prime abord, comment comprendre, comment expliquer ces grands rassemblements pour s'insurger contre une adhésion ou bien l'adhésion de la France du côté de l'OTAN, mais également une impartialité dans ce conflit en Ukraine à travers une non-fourniture d'armement de ce côté-là? Bien sûr, c'est très simple. Je pense que les Français, les Occidentaux en ont tout simplement ras-le-bol. Ils commencent à voir la vérité. Je l'avais précisé depuis le mois de juin et le mois de juillet. Les Français principalement commencent à rechercher par eux-mêmes les informations sur cette guerre. Ils s'aperçoivent que le Donbass, en fait, on leur a menti, qu'il y a plein d'informations qui est contradictoire. Je vais vous donner un exemple. Il y a aussi, on va parler du pétrole. Le pétrole ne fait que augmenter en France. Nous dépassons les 2 euros du litre. Et on s'aperçoit que si la France continuait à acheter le pétrole, à la Russie, on serait entre les 1 euro maximum, 1,30 € le litre. Donc on a une augmentation fulgurante entre 80 et 120%. Et à côté de ça, vous avez donc les Américains, comme je l'avais précisé, qui revendent donc leur pétrole 3 fois plus cher que celui qu'on aurait acheté aux Russes. Donc, les Américains ont tout intérêt à que cette situation continue, vous l'avez compris, car ça enrichit tout simplement leur pays. Et malheureusement, à cause du gouvernement actuel d'Emmanuel Macron, donc la France est obligée de payer 3 fois plus cher donc son pétrole qu'elle ne devrait. Et tout ça, ça se répercute sur la dépense moyenne des ménages, des foyers en France. Et tout cela n'est plus possible. Ah, et là, je ne parle que du pétrole. C'est-à-dire que vous venez rajouter une augmentation pour certains cas au niveau de l'alimentation de plus de 30%. Vous rajoutez l'augmentation également des contributions publiques, etc., etc. On peut tirer une liste énorme. Les Français n'en peuvent plus. Je vais vous donner un exemple. Vous avez des personnes qui sont obligées de démissionner de leur travail car ils n'ont pas assez d'argent pour payer l'essence de leur voiture. Je vous laisse imaginer une telle situation pour la France, pour un pays aussi grand, aussi beau de ce qui a toujours été. C'est inimaginable une situation pareille. Des étudiants, des familles qui étaient en classe moyenne, qui sont obligés d'aller chercher des paniers repas au Resto du Cœur, car ils ont eu une augmentation de 200 jusqu'à 400 € par foyer juste pour l'alimentation. Donc clairement, les Français ne peuvent plus se nourrir, les Français ne peuvent plus mettre de l'essence dans leur voiture, les Français ne peuvent plus payer leur chauffage l'hiver, etc., etc. Donc je pense qu'il y a surtout un ras-le-bol. Il y a aussi une ouverture d'esprit et le fait que les Français commencent à chercher par eux-mêmes les informations, d'où l'intérêt extrêmement important de votre média tel Afrique Média, qui permet justement, pas qu'aux panafricains, mais aussi aux Occidentaux, de voir certaines informations qu'ils ne voient pas. Je vous donne un exemple. Vous savez que moi, j'ai été blacklisté et je suis blacklisté par 90% des journalistes français. Et grâce à vous et à d'autres, mais principalement vous, des Français et panafricains principalement, mais aussi des Occidentaux, voient mes images, les reportages. Alors bien sûr, pas que moi,
tous les intervenants que vous avez sur votre chaîne et toutes les autres personnes qui viennent vous donner des informations, ça permet justement aux Occidentaux de venir se connecter chez Afrique Média et de se renseigner sur les informations qui sont correctes. Et le problème, c'est que là, les Français en ont ras-le-bol. C'est-à-dire qu'on leur a menti. On continue de leur mentir et en plus, ils arrivent à trouver les preuves sur les réseaux sociaux, sur Internet, des mensonges qui ont été effectués et qui sont en cours actuellement. Plus vous rajoutez ça, le coût de la vie qui devient insupportable, ben, tout simplement, on n'en peut plus. C'est-à-dire que même les gens, depuis le début, qui défendent l'Ukraine, ils s'aperçoivent que tout l'argent, pratiquement, va à l'Ukraine pour cet armement. La France et les Occidentaux n'en peuvent plus. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui disent « Ok, on veut bien défendre l'Ukraine, mais pas en contrepartie d'appauvrir notre pays et de ne pas pouvoir donner à manger à son propre enfant. » Ce qui est complètement logique pour tout le monde. Mais ce n'est pas logique pour le gouvernement de Macron et ce n'est pas logique pour les personnes de grande classe, c'est-à-dire les personnes qui sont millionnaires, milliardaires, etc., qui, eux, n'ont aucun problème de payer leur nourriture ou leur essence extrêmement cher. Et le problème, c'est que jusqu'à présent, on avait la classe, on va dire, basse, qui avait du mal à vivre, et on avait cette classe moyenne qui vivait normalement. Et maintenant, depuis toutes ces restrictions, depuis toutes ces dépenses, ces augmentations, vous avez la classe moyenne en France qui est passée en classe inférieure, si vous voulez. Donc, ça fait un pourcentage de personnes qui sont en galère hein, pour manger, pour vivre dans le quotidien, qui est énorme. Et on en a ras-le-bol. C'est-à-dire que les gens s'aperçoivent que tout l'argent qui pourrait être mis pour baisser le gaz, pour baisser les matières premières, etc., cet argent est envoyé au régime de Kiev, est envoyé à Kiev. Pourquoi? Pour rien. Parce que comme vous l'avez vu, les chars, l'armement qui sont envoyés, allez, je vais être gentil, 70% de l'armement qui est envoyé en Ukraine, la Russie brûle tout. Donc les chars, les canons qui sont envoyés sont exterminés par la Russie. Donc c'est comme de l'argent jeté à la poubelle, c'est comme de l'argent que vous allez brûler. Et ça, les Français sont aperçus, ils n'en peuvent plus, ils ne veulent plus, pardon, que leur argent soit gaspillé. Ils n'en veulent plus. Ils ne veulent plus que leur argent soit envoyé comme ça et surtout sans les consulter. Comment vous expliquer que Macron décide lui-même de décider, comment dire, d'envoyer de l'armement, peut-être de faire la guerre plus tard, etc., sans que consulter les Français. Encore une fois, il y a eu un sondage qui a été récent il y a 2 semaines. Plus de 76% des Français ne sont pas d'accord pour donner l'armement qui est donné actuellement par Macron aujourd'hui. Comment ça se fait que la majorité des Français ne sont pas d'accord et que le président de la République donne cet armement? Encore une fois, il faut faire des référendums, il faut écouter la population et le plus important, c'est d'écouter la population. Et actuellement, les Français s'aperçoivent que Macron n'écoute absolument que son petit nombril. C'est-à-dire que Emmanuel Macron n'écoute absolument pas les Français. S'il écoutait les Français, les choix ne seraient pas tels qu'il les fait aujourd'hui, c'est-à-dire catastrophiques. Donc tout simplement, et je vais en finir là, les Français en ont ras-le-bol, les Français s'aperçoivent de cette supercherie, s'aperçoivent du mensonge, et tout simplement, vous allez voir, hein, les mois à venir, et aussi également l'offensive russe qui va avoir lieu, c'est-à-dire que les Occidents et la France vont voir que la Russie, en fait, sont bien réveillés, ont énormément d'armements, ont énormément d'hommes et vont continuer à avancer vers Kiev. Donc les Français vont s'apercevoir que tout ce qui a été dit au niveau médiatique était qu'un pur mensonge. À partir de là, ils vont comprendre que tout leur argent qui est parti depuis des mois et des mois en Ukraine n'a servi strictement à rien. Et au bout d'un moment, je pense que la France va sortir dans la rue comme ils sont sortis dans la rue pour la loi retraite. Sauf que là, je pense que les manifestations, vous verrez, hein, dans quelques mois, seront beaucoup plus violentes parce que quand on parle de manifestations pour pouvoir nourrir son enfant, pour toutes les personnes qui m'écoutent, pères de famille ou mères de famille, il n'y a rien de plus important de pouvoir subvenir
à sa famille et de pouvoir donner à son enfant. Donc, vous verrez, dans quelques mois, il y aura des débordements, il y aura des manifestations en France et en Occident, principalement en France, qui seront terribles, car les Français comprendront que cette guerre, il va falloir des stops. L'armement qui est envoyé, il va falloir des stops. Et également, et le plus important, il va falloir des stops à ces sanctions. Ce sont les sanctions envers la Russie qui appauvrit la France. Ce sont les sanctions envers la Russie qui font que les ménages françaises n'arrivent pas à donner à manger à leurs enfants. Il faut arrêter avec ces sanctions. Il faut recommencer le dialogue entre la France et Vladimir Poutine pour retirer ces sanctions progressivement, racheter le gaz russe pour que les Français et les ménages puissent revivre normalement. Je pense que cette supercherie, cette arnaque, cette manipulation d'Emmanuel Macron et de son gouvernement a assez duré. Au bout d'un moment, il faudra que tout ça s'arrête. Alors, Madame Christelle Néant, que craint finalement la population française? Madame Christelle Bien, comme Néant, l'a vous avez dit, la oui, parole. oui, 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 oui. Comme l'a dit Adrien, je pense tout simplement que les Français commencent à se rendre compte qu'on les a pris pour la poule aux œufs d'or, que l'argent a été jeté par les fenêtres, dans de l'armement qui non seulement, pour une partie, comme l'a dit Adrien, Bocquet est détruit par la Russie, mais une autre partie est revendue par les Ukrainiens eux-mêmes. Hein. Je rappelle quand même que on trouve des armes occidentales qui sont fournies à l'Ukraine sur le dark web en vente libre. Hein. C'est presque le bon coin. Vous pouvez trouver absolument tout, du Javelin jusqu'au canon César. Donc les Français voient avec la réforme des retraites qu'on leur demande de se serrer la ceinture. On leur dit qu'il n'y a pas d'argent magique, mais ils voient des milliards être envoyés en Ukraine. Donc à un moment, il y a une incompréhension. C'est-à-dire que les gens disent, mais attends, soit il n'y a pas d'argent magique, mais s'il doit y en avoir, il doit être pour les Français, il ne doit pas être pour l'Ukraine. Donc à un moment, effectivement, ça commence quand même de plus en plus à coincer à cause du fait que la population française est en train de s'appauvrir, que des gens vont maintenant se retrouver au chômage à cause des fermetures multiples d'usines, voire de commerces. Hein. On voit beaucoup, entre autres, de petits commerces, des boulangeries qui ferment parce qu'ils ne peuvent plus payer les factures d'électricité ou de gaz. Et donc, les gens voient ça et voient qu'on balance des milliards en Ukraine, qu'on envoie des armes extrêmement coûteuses qui, au choix, seront revendues au black ou détruites sur le front et qui ne changeront strictement rien à la situation militaire. Donc, c'est pour ça que les Français commencent à gueuler et je pense effectivement que c'est pas terminé parce que plus la situation va se dégrader en France et plus les gens vont demander d'arrêter tout cela. Donc, ce qui m'inquiète un peu, c'est la surdité d'Emmanuel Macron. Plus il va s'enfermer dans son refus d'écouter la colère des Français, et je pense pire ça va devenir, et je pense aussi comme Adrien que ça risque de terminer de manière violente. Labina, la question également vous est posée. Que craint la population française? Je vais pas vous casser l'ambiance, mais franchement, Florian Philippot qui fait les manifestations, c'est zéro. Hein, ça vaut absolument rien. Il pèse rien politiquement. J'ai eu l'occasion de faire un débat avec ce descendant de Polonais. Non, faut pas prendre ça au sérieux. Effectivement, il y a un sentiment général en France de dégoût par rapport à cette guerre, évidemment. L'inflation, ils savent très bien qu'elle est liée indirectement à cette guerre, pas que celle-là. Il y a eu le Covid avant. Mais de là à dire qu'il y a des manifestations de masse en France contre la guerre, c'est pas du tout vrai. J'ai un peu regardé ce qui s'est passé. En étant très très sérieux, s'il ramène 300-400 personnes, c'est déjà bien. Florent Philippot essaie de surfer sur un mouvement parce qu'il est tout perdu. Il est plus au FN, il a plus, son mouvement patriote ne fonctionne pas. Ce qui me fait le plus de peine dans l'histoire, c'est que c'est l'extrême droite qui est à la manœuvre. Et c'est bien dommage parce que j'aurais aimé que ce soit le reste de la France et pas l'extrême droite qui reste à la marge. J'aurais aimé que ce soit d'autres organisations qui soient au centre, à gauche ou à droite, mais pas l'extrême droite. Alors c'est embêtant d'être d'accord avec l'extrême droite, mais je me suis retrouvé hier dans une situation très inconfortable où j'ai partagé une pétition d'un homme que je déteste totalement, qui est donc le fils Klarfeld, Arno Klarsfeld, et qui pour le coup, c'est la première fois dans mon existence que j'étais d'accord avec lui, a fait une pétition pour l'arrêt de la guerre en Ukraine. C'est incroyable, c'est cocasse, c'est plutôt un 20 ans guerre à l'origine, mais là, pour une fois, il a une intelligence, c'est rare chez lui, de s'exprimer dans la bonne direction. Il dit, il faut en finir avec cette guerre.
C'est une guerre qui est dangereuse, qui peut conduire effectivement à une guerre mondiale. Bon, j'y crois pas trop, mais tout de même, et qui tue des gens inutilement. Et bien, Arnold Klarsfeld, dont le père est Serge Klarsfeld, le chasseur de nazis, et la mère allemande Beate Klarsfeld, ont sens de l'histoire. Là, pour le coup, ils m'ont étonné. Et je me retrouve à partager une pétition de quelqu'un que je déteste totalement. C'est incroyable. C'est vous dire à quel point on est dans un monde à front renversé, parce que Florent Philippot, qui essaie de surfer sur un mouvement, le fasse, c'est pas une surprise, mais il ne pèse rien. Aujourd'hui, les Français, c'est comme la guerre du Vietnam, il a fallu du temps pour mobiliser les gens, parce que malheureusement, c'est du sang, du sang et du sang qui conduit effectivement à en avoir marre. Ce qui impacte les Français, c'est la crise. C'est surtout actuellement les mobilisations, elles sont surtout orientées sur la question des réformes des retraites, qui sont un prétexte pour manifester surtout une colère par rapport à cette fameuse augmentation délirante des prix, cette inflation spéculative. Hein. Rappelons quand même qu'elle est à la fois liée à l'Ukraine et à la Russie, mais surtout à une spéculation de tous ces rapaces de l'économie française qui en profitent. Et ces Français-là sont vraiment en colère. Alors, de là à dire qu'il y aura des violences, oui, c'est probable, mais elles ne sont pas liées à la guerre en Ukraine. Elles seront liées à un ras-le-bol généralisé du gouvernance française qui a tendance à être un petit peu autiste par rapport à ces questions. Je ne dirais pas que les Français en ont assez de la guerre en Ukraine, bien qu'ils s'en moquent complètement. C'est-à-dire que cette guerre les incommode plus qu'autre chose. Ça les dérange parce qu'on voit bien qu'il y a un matraquage médiatique pour dire on doit soutenir les Ukrainiens pour des raisons que personne ne comprend vraiment. Je veux dire, les Ukrainiens et les Européens n'ont pas grand-chose en commun, ça reste des Slaves. Hein. Et surtout, on se pose la question de savoir pourquoi on n'a pas fait le même tapage médiatique lorsque les Russes sont intervenus en Ossétie du Nord par rapport à un pays qui était aussi allié de l'Occident, je le rappelle, la Géorgie. Donc c'est très amusant de voir que Saakashvili a été sacrifié en Géorgie et qu'on n'a pas le même résultat en Ukraine. Donc on se pose des bonnes questions, je pense. Et la question qui vient de façon récurrente en France, c'est la question sociale, c'est la question économique, c'est la question effectivement du pouvoir d'achat. C'est ça qui énerve les Français. Alors de faire le lien direct entre l'Ukraine et cette question-là, évidemment qu'il existe le lien, mais il n'est pas unique. Il y a aussi une gestion calamiteuse des deniers publics. Et c'est vrai que ce qui risque d'énerver les Français, là on peut en parler, c'est qu'ils nous parlent d'une réforme des retraites parce qu'il y aurait un déficit de 15 milliards potentiel en 2030. Voilà les termes du débat, c'est le corps qui en parle, alors que M. Macron n'a pas hésité à dire qu'on va augmenter les budgets militaires de façon délirante pour arriver à un budget global sur 4 ans de 400 milliards de dollars. 400 milliards d'euros, même pas de dollars, c'est pire, d'euros. Donc, quand on annonce 400 milliards d'euros pour l'armée, alors qu'on fait la fine bouche pour des retraites qui pourraient peut-être être déficitaires dans 7 ans, là, effectivement, la colère peut être comprise. Mais elle ne sera pas directement liée à la guerre d'Ukraine, sera indirectement lié à cette guerre, mais ce qui va surtout énerver les Français, c'est leurs conditions économiques. Alors, je ne vais pas en faire les choux gras. Vous avez vu quelques images de ce monsieur Philippot qui est anti-européen, et c'est logique. Et pour le coup, là, je lui donne raison. Que von der Leyen donne le là et impose à l'Europe des sanctions à la Russie, c'est intolérable. Et toute seule dans son coin, sans être élu, effectivement, il y a un déni de démocratie. Là, on peut lui donner raison, mais ça reste Florian Philippot. Donc, j'aimerais bien que sur Afrique Média, on soit un petit peu réservé par rapport à l'extrême droite. Je rappelle tout de même que Florian Philippot, sur la question africaine, c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus. Donc, c'est pas parce que Marine Le Pen va être contre la guerre, et elle aura raison, que je vais être pro Marine Le Pen. Il y a d'autres personnes qui sont anti-guerre, je préférerais les suivre et les entendre. C'est dommage, et je considère effectivement qu'il ne faut pas gonfler la chose. C'est dommage de voir qu'il y a peu de manifestations en France, mais on est très très loin des manifestations de masse. Il faut quand même être un peu raisonnable là-dessus. Alors, Monsieur Jamel Guessom, beaucoup s'interrogent quant à, je cite, le silence des médias occidentaux sur ces différentes manifestations populaires, aucun relais de l'information, aucune actualité, aucun article, aucun débat télévisé, aucun sujet comme grand titre dans le cadre des éditions d'information. Selon vous, pourquoi ce silence, si on peut le dire ainsi? Disons que les médias mainstream, en Occident de manière générale, en France pour ce que j'en connais, sont dirigés par quelques milliardaires qui ont des intérêts avec les autorités françaises et donc sur la ligne politique française. La ligne politique française étant adossée à la politique américaine, il est bien évident que ce n'est pas de là que la vérité va venir. Et c'est la raison pour laquelle je suis assez d'accord avec ce que disait M. Adrien Bocquet sur le fait qu'il y ait d'autres médias, je dirais, alternatifs, dont le vôtre et bien d'autres, qui euh, permettent en tout cas de communiquer et de faire passer de véritables informations à destination de celles et ceux à qui s'intéressent. Et donc, cacher la vérité, c'est ce que BFM TV fait tous les jours, c'est ce que CNews fait tous les jours. Toutes les grandes chaînes de télévision françaises sont adossées à des intérêts stratégiques
économique et politique. Et donc, bien évidemment que ce n'est pas là qu'on va trouver la vérité. Ce fut d'ailleurs la même situation, puisqu'aux États-Unis, durant la guerre d'Irak, il y avait Colin Powell. Eh bien, écoutez, nous avons aussi, nous aussi, notre Colin Powell. Ce pourrait être M. Zelensky, pourrait être M. Macron. Donc, nous avons notre propre Colin Powell qui agite. Pour le coup, c'était une fiole. Ici, en Europe, on agite autre chose pour dire il faut absolument que l'on mène cette guerre. On est dans cette stratégie, je dirais, judiciaire, pardon, cette tragédie humaine vers laquelle nous tendons à aller, même si je le dis, je le pense et je le répète, que même si effectivement on peut pas dire que demain la guerre va s'arrêter, ne jouons pas sur les mots, hein, opération militaire, guerre, le résultat est le même. Euh, Même si ça ne saurait tarder, et là où un peu je rejoins, et pas tellement Gamal Abina, sur je dirais, la séparation entre le ressentiment des Français sur leur situation sociale et la guerre en Ukraine. Bien évidemment, s'ils ne l'expriment pas tous dans le même sens, je persiste à croire et à penser que le conflit russo-ukrainien sera un activateur par rapport aux difficultés sociales rencontrées par les Français. Et effectivement, si la France donne des milliards d'euros ou des milliards de dollars à l'Ukraine, mais par contre demande aux Français de travailler plus en ayant une perte de pouvoir d'achat, je dirais, de 30%, puisque il y a le pouvoir d'achat, l'inflation, mais il y a aussi le pouvoir d'achat. À un moment donné, le conflit russo-ukrainien sera forcément un activateur dans le ressentiment des Français. Et donc, ils s'accrocheront à cela pour dire, vous êtes en train de nous faire payer un conflit pour lequel nous ne sommes pas concernés. Et effectivement, la France n'est pas, je dirais, directement concernée par ce conflit. La Russie est concernée par ce... Et d'ailleurs, moi, m'étonne de la patience ultime de M. Vladimir Poutine qui, dès 2008, avait dit, et puis des politiciens français l'ont reconnu, qu'il y avait eu des accords, peut-être pas forcément écrits, sur la non-extension de l'OTAN vers les frontières russes. Et moi, je suis tout à fait étonné de la patience incroyable de M. Poutine de 2008 à avoir attendu jusqu'à 2022 pour agir et faire cesser cette mise en danger, parce que oui, effectivement, il y avait une mise en danger de la Russie qui se trouve, de mon point de vue, en totale légitime défense. Malheureusement, des co-belligérants commencent à avancer pour aller vers un conflit direct. La France perdra au bout du compte, l'Occident perdra, les États-Unis, eux, sont un peu plus éloignés et sont en train de gagner des milliards de dollars tous les jours. Et c'est exactement la raison pour laquelle ils ont envahi l'Irak. Donc j'aimerais que les Français se réveillent un peu plus et ne voient que leur intérêt, soit pragmatique. Quels sont les intérêts? Parce que moi, la question que je me pose, et je me la suis posée en réalité, c'est de savoir qui a élu M. Emmanuel Macron. J'ai l'impression que ce sont des Ukrainiens qui l'ont élu et non pas des Français. Et donc, je me pose cette question. D'ailleurs, autre point aussi important, toujours dans cette lignée géostratégique, c'est que des députés américains avaient voulu sanctionner mon pays, l'Algérie, sur ses relations militaires avec la Russie, et qu'en même temps, Sergei Lavrov, qui devait visiter la Tunisie ces jours-ci, n'a pas pu le faire parce que les Américains ont mis de la pression sur le président tunisien pour ne pas le recevoir. Et donc, ce conflit tend à être entraîné vers notre continent, l'Afrique, et c'est une des raisons pour lesquelles la Russie a adopté une stratégie, je dirais, offensive politiquement et diplomatiquement vers l'Afrique. Et je crois personnellement que c'est un bienfait pour l'Afrique que de changer cet échiquier. Souvenez-vous de ce qu'avait dit Emmanuel Macron lorsqu'il avait visité l'Afrique il n'y a pas très très longtemps. Je ne me souviens plus de quel pays exactement, où il disait, bah, c'était le Mali, je crois, pas sûr, que la Russie se lançait dans une guerre hybride. En fait, il parlait de ce que la France faisait au Mali depuis des décennies et des années, et c'est la raison pour laquelle la France s'intéressait plus sur la zone Azawad, la partie nord du Mali, pour
sa richesse en pétrole, gaz, uranium, etc. Et donc, faisons attention en Afrique à nous délaisser de notre petit OTAN. J'aimerais insister sur ce point. Nous parlons beaucoup de l'OTAN comme étant une organisation européenne et américaine de défense, mais j'aimerais dire qu'en Afrique, nous avons notre propre petit OTAN, qui est en l'occurrence le G5 Sahel. Donc, le G5 Sahel est une déclinaison de l'OTAN. J'invite nos compatriotes africains à y prêter la plus grande attention. Merci, monsieur Jamel Guesson, pour votre intervention. Alors, monsieur Adrien Bocquet, manifestation populaire du côté de la France, silence des médias occidentaux ou bien? Comme à son habitude, dès que l'information ne va pas dans le sens que la ligne directive médiatique occidentale et française a prévu, tout simplement, il y a un silence qui est en continu. Hein, on va parler clairement, c'est un silence en continu. Ils essayent d'endormir une information qui essaye, on va dire, d'éclore, ou malheureusement, vous verrez, quand cette information va se développer, les médias français et toutes les lignes directives de ces médias français et occidentaux vont essayer de désorienter cette information. Je vais vous donner un exemple. On avait eu, vous vous souvenez, une augmentation des matières premières au niveau du blé, comment dire, de la farine, etc., etc., il y a quelques mois. On savait que c'était en rapport avec l'Ukraine, mais on nous disait que non, etc., etc. Alors, ça n'avait rien à voir par rapport à ce que produisait, par exemple, le blé ukrainien. Hein. Je vais vous donner des chiffres. Le blé ukrainien est au niveau de la production est de moins de 2% du blé mondial. Donc, ce n'est pas ces 2% qui se sont arrêtés pendant plusieurs mois qui a pu faire une augmentation fulgurante. C'est impossible. Donc, tout ça encore, c'était une désinformation pour faire semblant que, en gros, à cause de la guerre et des Russes, le blé avait augmenté et que l'Ukraine ne pouvait plus vendre son blé, etc. Tout ça, c'était faux. La Russie a même aidé l'Ukraine et accepté la reprise de l'activité de la vente de blé en Ukraine. Donc, ça montrait bien que cela n'avait strictement rien à voir. Donc ça, encore une fois, c'est pour vous donner un exemple. Mais ce n'est pas là. C'est-à-dire que quand une guerre commence, il y a une chute au niveau des bourses, de la bourse, pardon. C'est-à-dire, beaucoup de personnes ont peur, revendent leurs dividendes, revendent leurs actions, tout simplement par peur. Donc, vous avez, si vous voulez, un effet de masse. Comme il y a une guerre, ce n'est pas, par exemple, cette entreprise n'a pas de problème, mais comme cette entreprise, par exemple, produit en Russie ou un rapport avec la Russie, bah, ils ont peur, donc ils préfèrent revendre leurs actions, etc., etc. Et du coup, ça fait baisser et ça fait chuter certaines entreprises, etc., qui marchaient correctement. Et c'est à cause, si vous voulez, de tout ce bouleversement au niveau des reventes, du commerce généralisé international, qu'au début de cette guerre, hein, j'essaye de parler clairement, excusez-moi pour les gens qui sont dans le métier, et c'est pour que tout le monde puisse bien comprendre. Et c'est pour cela que tout le monde pensait que c'était la faute de la Russie, parce qu'ils empêchaient l'Ukraine, par exemple, de produire du blé et tout. Mais en fait, quand vous allez vous renseigner, vous vous rendez compte que l'Ukraine ne dépassait pas les 2% mondial. Donc, ça n'avait strictement rien à voir. Et encore une fois, nous voyons que cette ligne directive occidentale et française au niveau médiatique avait fait exprès, si vous voulez, je vous donne un exemple, BFM CNews, de faire énormément de reportages sur le blé ukrainien, de montrer les champs brûlés, les paysans qui ne pouvaient plus cultiver, c'est une catastrophe, nanani. Enfin, voilà, cette propagande habituelle occidentale, c'est pour vraiment imager et que les téléspectateurs puissent comprendre. Mais tout ça, c'est simplement une manipulation médiatique pour orienter cette population qui regarde cette information
pour leur donner une information qui est tout simplement fausse. C'est-à-dire, les Français, si vous achetez votre farine aujourd'hui, cette farine de blé ou l'huile plus chère aujourd'hui, c'est à cause de la Russie, car elle fait la guerre et elle augmente tatati tatata. Tout ça était une supercherie énorme. Parce que comme je vous l'ai dit, quand vous allez bien regarder, il ne dépassait pas 2% mondial. Donc, techniquement, c'était impossible. C'était impossible. Mais là, c'est un exemple que je vous donne. C'est-à-dire que sur bien d'autres matières et sur bien d'autres exemples, les médias français ont fait exactement la même chose. C'est-à-dire, ils prêtent à confusion, ils font semblant, ils lancent des rumeurs, ou par exemple, comme le super journaliste on va dire des premiers putaclics au niveau de, je ne vais pas le citer parce que je n'ai pas envie d'avoir une plainte en diffamation, et je vais juste citer les chaînes France Info, Arte, Libération, etc., etc. Tous ces journalistes font, vous savez, des sortes de fake enquêtes. Et en fait, comme ils ont beaucoup d'argent, ils font des reportages qui sont très bien faits, avec des images graphiques, des super images, des gens qu'ils interviewent. Donc, quelqu'un de lambda qui regarde ce reportage, ce qu'ils appellent anti-fake, etc., mais vous avez vraiment l'impression que c'est une super vraie enquête, qu'ils disent la vérité, etc. Et en fait, tout est faux. Tout est faux. C'est juste une manipulation. Ils ont l'argent, si vous voulez, pour faire des beaux reportages. Donc, les gens qui regardent pensent que ce reportage est vraiment un super reportage réel, etc., etc. Encore une fois, on rentre dans une manipulation de l'information médiatique pour orienter, si vous voulez, l'information et le grand public vers une fausse information. Et bien là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand les Français vont voir l'épreuve, vont regarder les vidéos de Christelle Néant, vont regarder mes vidéos, regarder d'autres vidéos streamers qui montrent qu'au Donbass, bah oui, il y a des bombes françaises qui tuent des femmes et des enfants dans des centres-villes, etc., etc., que on met une image avec un numéro de série d'une bombe française. Donc, on ne peut pas l'inventer ou dire ou prendre une autre bombe et dire bah, c'est une bombe un tel. On a un numéro de série, on prouve, et ben les gens se disent attendez, là on a la preuve visuelle, c'est bien ci, c'est bien ça. Ils sont en train de nous mentir. Que ça soit sur une information sur le commerce, une information sur la guerre, c'est vraiment le tout. Et bien là, vous verrez que ça fera exactement la même chose. C'est-à-dire que dès que l'information va vraiment prendre une grandeur au niveau de cette information, comme quoi des milliards partent dans l'armement pour les Ukrainiens, et que la maman française lambda ou même étrangère qui vit en France n'a plus les moyens ou n'arrive plus à acheter de la viande, des œufs ou comment dire, ou du poisson pour son enfant, et ben là, vous verrez que, je vous fais le pari, vous verrez que dans quelques mois, les médias, les gros médias, vont faire des spéciales reportages, vont faire des spéciales investigations, juste pour essayer de prouver aux Français que l'argent qui est envoyé en Ukraine n'est pas responsable de la pauvreté qui est en train de s'installer en France. Ce qui est totalement faux. Vous le savez, vous, Afrique Média, ce qui se passe. Vous savez, vous, les téléspectateurs qui nous regardez aujourd'hui, que c'est tout cet argent qui part par millions et par milliards qui pourrait être mis ailleurs, qui appauvrit le pays. Et bien, vous verrez qu'il y aura une nouvelle ligne directive qui sera faite pour essayer de rassurer les Français, qui sera vraiment spécialisée pour montrer que ce n'est pas parce que nous envoyons 15 chars Leclerc en Ukraine que ça baisse la farine, etc. Mais en fait, le problème, c'est que dès qu'il y a des images, des belles images, certains Français pensent que c'est la réalité. Mais non, quand vous avez un char qui coûte ou un avion 25 millions d'euros, ces 25 millions d'euros, déjà, ils pourraient rester en France, mais ils pourraient aussi être investis ailleurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand vous envoyez un char, un avion dans un autre pays, vous avez la logistique, que vous devez envoyer également les pièces de rechange, certains mécaniciens qui doivent former d'autres mécaniciens. Tout ça, c'est énormément d'argent. Donc imaginons que ces 25 millions d'euros ne vont pas en Ukraine, restent en France. OK, ils restent au niveau militaire. Mais
vous n'avez pas à envoyer, je vous donne un exemple, 5 millions d'euros. Par exemple, sur ces 25 millions d'euros, il y a 5 millions d'euros qui ont rapport avec le maintien, les pièces de rechange, la formation pour les gens qui vont conduire le char, etc. Bah, ces 5 millions d'euros, vous n'avez pas besoin de les envoyer, vu que cet armement ou cette pièce va rester en France. Donc, par exemple, ces 5 millions d'euros de formation de pièces de rechange qui ne doivent pas être envoyées en Ukraine peut être gardé pour la France et être mis ailleurs. Et ça, encore une fois, le gouvernement et les médias se passent vraiment de dire ce genre de choses. Quand vous envoyez un canon César en Ukraine, c'est pas juste hop, je vous envoie un canon César. Il y a des formations qui sont faites sur les militaires ukrainiens. Ce sont les Français qui payent et qui forment ces militaires ukrainiens. Dans le canon César, il y a des obus. Ces obus, ce sont la France qui fournit ces obus qui coûtent très cher, les pièces de rechange, les roues, le système de téléguidage, etc. Tout ça, ce sont du matériel qui est à côté, qu'on ne parle pas. Moi, je suis sur le terrain comme Christelle Néant. Je peux vous en parler. C'est pas un simple canon. Quand vous avez un canon, vous avez la logistique, les pièces de rechange, les personnes qui sont formées dessus, etc. Encore une fois, tout ça, on n'en parle pas. Mais tout ça coûte aussi des millions et des millions d'euros. Donc malheureusement, vous verrez, c'est un petit peu comme la spécialité d'Emmanuel Macron d'enfumer tout le monde, ou quand il ne sait plus quoi faire, il distribue des chèques. Hein, un petit chèque de 100 euros pour le carburant, un petit chèque de 100 euros pour manger, etc. Mais c'est simplement pour calmer les Français. C'est pour dire calmez-vous, calmez-vous. C'est juste pour gagner du temps. C'est comme il le dit si bien, c'est de la poudre de parlimpinpin, hop, qui déverse comme ça sous les yeux des Français. Je vous donne des petits chèques, vous vous taisez, laissez passer du temps, etc. Et vous verrez, on sera vers la fin de son quinquennat, il sera toujours en train de distribuer ses chèques à droite, à gauche. Enfin voilà, malheureusement c'est ridicule, mais c'est ce qui se passe. Il faut que les téléspectateurs comprennent. Hein, je vous ai donné l'exemple du blé, hein, qui est très simple à comprendre pour tous les téléspectateurs qui nous regardent. Il y a quelques mois, tout le monde pensait, hein, que le blé avait augmenté parce que les Ukrainiens ne pouvaient plus fabriquer. C'est un mensonge. Tout ça a été fabriqué. Vous avez vu des super reportages sur les paysans ukrainiens par rapport au blé. Tout ça, c'est un fake total. Comme je vous l'ai dit, le blé ukrainien ne dépasse pas 2% de la fabrication internationale. Donc, je vous laisse imaginer tout le reste, en fait, tout le reste. Et c'est ça malheureusement qui est bien dommage. C'est tout cet argent qui est mis par le gouvernement français pour essayer, en fait, de faire taire les Français, en fait, d'essayer de leur bourrer le crâne avec des superbes reportages anti-fake, etc., comme je vous l'ai dit, hein, qui est fait par Arte, France Info, etc. Et à côté, nous, bah, on est les vilains petits méchants, etc. Pourtant, nous, on ne montre que des vidéos brutes. Hein. Je vous donne mon exemple, hein, Christian ou moi-même, nous sommes dans le Donbass, nous diffusons des reportages bruts. Bruts, c'est-à-dire que nous filmons, nous collons les images et nous les diffusons. Voilà. Vous prenez Arte ou France Info, eux, vous allez avoir tout un orchestre, un orchestre d'images, etc. D'ailleurs, je vais vous parler de quelque chose qui est très grave et je termine sur ça. Il y a un reportage qui est passé sur Arte et France Info qui est très très grave. On a parlé de Boutcha. Vous savez que je suis le premier Européen à avoir déclaré et être témoin de cette supercherie au niveau de Boutcha. Je vais faire très court. France Info s'est permis, et Arte s'est permis, de dire devant un reportage que effectivement, vous savez, il y avait la France qui avait envoyé 35 gendarmes scientifiques, je vais être très court, hein, 35 gendarmes scientifiques qui avaient été envoyés à Boutcha pour pouvoir, si vous voulez, faire des investigations par rapport aux crimes qui avaient été faits sur des civils. Au jour d'aujourd'hui, les 35 gendarmes scientifiques français qui ont été envoyés à Boutcha n'ont pas pu prouver que les crimes ont été commis par l'armée russe. Ça, c'est le résumé de la gendarmerie française scientifique. À côté de ça, vous avez France Info qui disent oui, mais CNN et Libération a fait leur enquête et CNN et Libération ont réussi à prouver que ce sont bien les Russes qui ont commis ces crimes de guerre à Boutcha. Et tout ça, tout le monde gobe ça. Donc ça veut dire que des journalistes sont plus, on va dire, à même de pouvoir prouver des crimes de guerre que des gendarmes scientifiques.
Et c'est là où c'est très grave, et je termine sur ça, c'est-à-dire qu'il y a encore une manipulation médiatique qui arrive à faire passer des reportages et des investigations par des journalistes qui seraient beaucoup plus importants et qui auraient plus de valeur que des policiers scientifiques qui sont allés sur le terrain et qui n'ont pas pu prouver les choses. C'est extrêmement grave. Cette information que je vous donne est passée il y a quelques jours sur France Info et sur Arte. C'est extrêmement grave de dire que CNN et Libération ont raison et que les 35 gendarmes scientifiques français qui ont été envoyés sur le terrain n'ont pas raison. Voilà, je termine sur ça, mais c'est quand même très important et c'est extrêmement grave. Et ça vous prouve à quel point les médias sont prêts à aller très très loin pour manipuler, si vous voulez, et faire croire à la population certaines choses. Alors, Madame Christelle Néant, pouvons-nous parler de, comment je vais le dire, en fait, parler justement de l'impact de ces manifestations populaires. Beaucoup pensent que ces différentes manifestations observées du côté de la France n'ont été que vaines. D'autres parlent d'un impact assez minime. Quelle est votre grille de lecture? Pour l'instant, c'est clair que ces manifestations n'ont pas encore une ampleur qui aurait de quoi effrayer Emmanuel Macron. Il ne faut quand même pas oublier que on parlait tout à l'heure de la manipulation des médias. À l'époque des manifestations des Gilets jaunes, la première réaction des médias français a été de ne pas en parler, de faire comme si ça n'existait pas. Et puis, quand il a été impossible de cacher la vérité sous le tapis, ils ont commencé à discréditer lourdement les manifestants qui se sont fait traiter littéralement de tous les noms. Je pense qu'on va assister à peu près à la même chose, c'est-à-dire, pour l'instant, ils n'en parlent pas. Je pense que ces manifestations vont prendre de l'ampleur au fur et à mesure de l'appauvrissement de la population française, tout simplement. Et donc, va venir un moment où les médias vont appliquer la même recette, je pense, qu'avec les Gilets jaunes. Ça va être donc, bon, là, à l'époque des Gilets jaunes, c'était traité d'antisémites, de factieux et d'autres joyeusetés. Là, je pense qu'ils vont se faire traiter tout simplement d'agents du Kremlin ou d'autres petits noms d'oiseaux du même genre pour tout simplement discréditer le mouvement. Est-ce que ça va marcher ou pas? Ça, c'est la grande question. Je pense que malheureusement, le gros problème, c'est qu'Emmanuel Macron est complètement sourd à toute manifestation de type, on va dire, pacifique. Donc, à moins que ces manifestations prennent à un moment un tour violent, ce qui est possible, si les Français en arrivent à des situations personnelles assez graves d'un point de vue financier, là, effectivement, il y a un risque de dérapage. Mais jusque-là, je pense que l'impact restera pour l'instant assez limité. Gamal Abina, pour refermer ce programme, est-ce que la France aura toujours ses moyens militaires pour soutenir ou alors pour accompagner l'Ukraine? La France n'a pas de moyens militaires pour accompagner l'Ukraine, simplement parce qu'elle décharge déjà le nucléaire, qu'elle a eu du mal à donner, elle ne lui donne pas d'ailleurs très peu. Des chars qui sont pour certains en maintenance, qui ont des difficultés. On se rend bien compte que les budgets, depuis que Macron est arrivé, ont été largement baissés parce qu'il voulait faire des économies d'échelle au niveau de tous les budgets, de tous les postes de l'État. Il cherche à faire en sorte que la France soit à l'équilibre à un horizon plus ou moins bref. Donc non, la France n'a pas les moyens de se déporter ou de proposer des chars à l'extérieur. C'est déjà difficile pour elle-même de pouvoir les maintenir à l'intérieur du territoire, de faire une production qui tienne la route. La question qui se pose, c'est quoi? C'est que, vous parliez des manifestations à l'instant, l'Allemagne a des manifestations importantes par rapport à ces questions de ces faits de guerre. Parce qu'évidemment, les Allemands manifestent sachant parfaitement que la conséquence de cette guerre, avec le surenchérissement considérable de l'énergie, c'est que leurs usines sont en train de fermer les unes derrière les autres. Là, effectivement, ce qu'on appelle la causalité est directe et évidente. En France, elle est beaucoup moins, parce que la France bénéficie quand même d'un secteur nucléaire très important, 77% des besoins énergétiques, qu'ils ont réussi à suppléer. D'abord, ils étaient très peu dépendants du gaz russe, 17%, mais surtout, ils ont suppléé à ce gaz russe une partie du gaz algérien, 4%, et l'essentiel de la production norvégienne qui leur a été évidemment dévolue. Et les Français ne sont pas inquiets pour les questions énergétiques internes. Ça coûte un peu plus cher, mais c'est pas catastrophique. Ils sont obligés de réexporter une partie de leur énergie au prix du marché qui est lié à l'énergie gazière et pétrolière, particulièrement gazière.
Donc, ce qui fait que la production de centrales nucléaires ne coûte pas cher en France, mais ils doivent le vendre pour qu'il y ait une concurrence loyale au même prix que les énergies qu'on appelle dites fossiles, quoi. Donc, que les énergies carbonisées ou le nucléaire, c'est le même prix. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a un problème en France. Mais de penser que la France est en mesure d'assurer, alors que c'est une perte de vitesse considérable de la part de la France, c'est-à-dire il fabrique quasiment plus rien. Il y a encore le secteur militaire, c'est vrai, mais pour le reste, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Une augmentation de ses capacités offensives militaires, non, et encore moins de les donner à l'Ukraine, ça c'est quasiment impossible pour des raisons budgétaires évidentes, parce que donner des armements à l'Ukraine ou endetter l'Ukraine comme ils le font actuellement, un pays qui avec 200 milliards de PIB, l'endetter de façon abyssale pour au moins 80 ans, on se rend bien compte que l'Ukraine ne pourra pas rembourser sa dette avant 80 ans, eh bien, la France ne prend pas ce pari. Macron n'est pas un imbécile, vous l'avez bien compris. Il ne répond aux manifestations, effectivement, que lorsque celles-ci deviennent violentes, malheureusement, hein, c'est comme ça. Et c'est vrai que de rappeler, c'est Christelle qui l'a dit, je suis assez d'accord avec Jamel, mon ami, qui est ici sur plateau, d'ailleurs, je salue, c'est plaisir de le voir. Il est vrai que ce qui risque d'arriver, c'est de la violence dans les manifestations liées à des difficultés économiques, c'est évident, et qu'il n'y a que là que les dirigeants en général occidentaux qui se disent évidemment démocrates entendent les populations. Dès qu'il y a un dérapage de violence, c'est triste à dire, mais c'est la vérité. Quand c'est une manifestation bon enfant, on n'entend pas, d'ailleurs, pas en est, hein, actuellement sur la question des retraites, on a 2 millions de manifestants dans la rue, ils s'en fichent. La question des Gilets jaunes, effectivement, s'est posée avec acuité. Alors moi, j'ai travaillé pendant quasiment 4 ans avec RT France, donc j'ai eu l'occasion de couvrir les Gilets jaunes, et c'est RT France qui avait mis en lumière ces manifestants. Et ce n'étaient pas des factieux, c'est vrai que Christelle vient de le rappeler, on les disqualifié comme ça parce qu'il y a eu quelques fachos dans l'histoire qui ont eu des expressions extrêmement violentes vis-à-vis de quelques personnes qui venaient provoquer, on le sait très bien. On se rappelle de l'affaire, effectivement, d'un type qui avait insulté, comment on appelle ça, j'ai plus son nom d'ailleurs, ça va revenir en 2 secondes, Finkelkraut. Bon, évidemment, il y a des petits fachos qui existent dans les manifestations comme partout d'ailleurs, mais c'est pas l'essentiel, c'est à la marge. Par contre, une chose est certaine, c'est que pour disqualifier un mouvement qu'on veut dire violent, on va dire qu'il y a des fachos, donc l'extrême droite, ou l'extrême gauche avec les Black Blocs. Mais tout ça, ça ne tient pas la route. Alors maintenant, la couverture médiatique en France, elle ne se bande pas seulement aux médias privés. Il faut arrêter de délire sur BFM ou sur CNews. Ce sont 2 médias privés d'oligarques français. Il y a aussi des médias nationaux qui font aussi la propagande parce qu'il se trouve que la France est en guerre. Alors, elle n'est pas en guerre directement, elle est en guerre indirecte et on peut parler de co-belligérance, non pas militaire, même s'il commence à y avoir un engagement un peu inquiétant, mais surtout de co-belligérance médiatique. Là, par contre, c'est très clair. La guerre est déclarée à la Russie par la France. La co-belligérance médiatique a conduit à ce qu'il censure la chaîne RT France, qui, pour le coup, autorisait les 2 sons de cloche. La différence aujourd'hui, c'est que si vous écoutez les chaînes de télévision françaises, moi, j'ai pas la télévision. Et quand on les écoute, eh bien, le principe, il est simple, c'est de dire, vous êtes pro-ukrainien ou vous êtes pro-russe. Si vous êtes pro-ukrainien, c'est le camp du bien, pro-russe, vous êtes des salauds. Et j'utilise le terme à dessein, c'est violent, mais c'est comme ça. C'est vraiment de disqualifier. J'ai souvent des débats à la télévision ou à la radio. Je me fais traiter de pro-russe et je rappelle habilement aux personnes qui me disqualifient qu'elles n'étaient pas là quand je critiquais la Russie, lorsqu'elle faisait la guerre, par exemple, en Tchétchénie. Là, on les entendait pas, ces gens-là. C'est normal, les Tchétchènes, c'est les bougnoules, donc c'est pas très grave, on peut les tuer. Par contre, quand c'est les Européens, soi-disant, les Ukrainiens qui se rapprochent de leurs standards occidentaux, là, il faut les défendre. Eh bien, j'annonce simplement que on n'a pas besoin d'être pro-russe ou pro-ukrainien pour être contre la guerre. Et je pense là que nous devons avoir un discours équilibré et tout faire pour amplifier le phénomène, à savoir dire non à la guerre. C'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait une négociation directe. Les Russes vont l'emporter, on le sait, militairement, mais il faudrait peut-être pousser Zelensky ou les imbéciles qui le dirigent à dire non à la guerre, à faire en sorte qu'il faut arrêter de bain de sang. Je veux dire, je rappelle toujours que ce sont des populations civiles qui meurent. Et que moi, un Ukrainien, un Russe ou n'importe quel être humain qui prend une bombe sur la tronche, ça ne me fait pas plaisir. C'est quand même insupportable d'accepter ça. Là, il y a des vats en guerre qui sont très contents, qui se frottent les mains parce qu'il y a de l'argent à prendre en étant un pays quasiment à vie. Et de l'autre côté, on ne pense pas aux populations civiles qui meurent. Qu'elles soient d'ailleurs pro-russes, pro-ukrainiennes, ça n'a aucune importance. Les familles là-dedans n'ont rien demandé à personne. Preuve en est, c'est Christelle qui l'a rappelé tout à l'heure. Maintenant, on fait la chasse aux volontaires. Donc, on va chercher les hommes dans la rue pour les pousser à la guerre. Est-ce que vous croyez sincèrement qu'un jeune qui a 20 ans ou 25 ans a envie de se battre pour faire plaisir à un dingue comme Zelensky qui lui est prêt à faire la guerre mondiale, hein? Eh bien non, il n'est pas content de cela parce qu'il n'a pas d'argent, parce que c'est souvent un pauvre, c'est souvent un type qui n'a rien demandé à personne, c'est souvent un type qui n'avait pas de problème avec les Russes d'ailleurs, qui culturellement est très proche des Russes, hein, parce que l'Ukraine, rappelons-le quand même, c'est le premier État russe, hein, on a tendance à l'oublier, hein, je suis l'État des Russes, hein, on le connaît, c'est comme ça qu'on appelait Kiev. Eh bien aujourd'hui, il faut bien penser que ces 20 ans de guerre ont mis le feu à la maison slave, puisque ce sont des Slaves, hein, c'est tous des Slaves, hein, à part quelques Magyars ou autres, mais globalement c'est des Slaves.
eh bien, ils ont mis le feu à la maison et maintenant, il faut vraiment avoir un discours anti-guerre. C'est-à-dire que moi, je suis catégorique, il faut pousser à la négociation. Toutes les personnes qui interviennent dans les médias doivent dire la même chose. Il faut pousser à ce que les Européens arrêtent d'alimenter la guerre et pousser à la négociation parce que de toute façon, la guerre est perdue quoi qu'il arrive. Autant l'arrêter et ne pas arriver à un nouveau Berlin. Je veux dire, c'est bon. Si Zelensky s'accroche comme un malade, il finira par faire de Kiev une nouvelle Berlin. Je parle de Berlin de 45, 90% de destruction. Il faut éviter cela, il faut tout faire pour que ça aille mieux. Et je ne suis pas, c'est pas une question d'être pro-ukrainien, pro-russe. Moi, j'ai aucune sympathie pour Zelensky parce que le personnage est écœurant. C'est un type qui n'a rien à faire de sa population. Mais par contre, j'ai à cœur le fait que cette guerre s'arrête parce qu'elle ne sert à rien, elle dessert tout le monde et faire en sorte que la Russie puisse à nouveau s'arrimer à l'Europe pour faire en sorte que les maux dont ont frappé les Européens sur le plan économique puissent commencer un petit peu à baisser, que les spéculateurs, qui sont de véritables salopards, j'aurais pas le temps de développer sur la spéculation. Hein. Si le blé augmente, c'est pas seulement parce qu'il y a pas de blé ukrainien, c'est parce que les spéculateurs jouent sur ces questions-là, la rareté. Donc voilà, tout simplement, je finis mon propos là-dessus. Oui, la France n'est pas en mesure de produire plus d'armement, elle est tout juste capable d'assurer 200 chars Leclerc. Vous imaginez pour un pays comme la France, 200 chars, ça en dit long sur la dégradation de la situation, et en même temps, c'est logique, il n'y avait plus d'ennemis à l'Est. Donc il faut quand même réfléchir en contexte. Donc non, ils ne sont pas capables d'assurer plus de production. C'est catégorique. La France se contentera juste de faire semblant d'aider l'Ukraine, comme elle le fait depuis le début d'ailleurs. Afrique Média, le monde, c'est nous.